acétaminé d'une part et l'iode d'autre part. Alors, ces iodures traversent le cytosol de la cellule thyroïdienne, ils arrivent au niveau de la région colloïde, l'intérieur du follicule, comme vous le voyez ici. Alors, pour être déversés, ils doivent être transportés par un autre symporteur particulier, appelé pendrine. Chacun de ces transporteurs, chacune de ces étapes, c'est le fruit de recherches de très très longue durée. Et chacun de ces transporteurs, c'est le résultat de la transcription d'un gène donné. Et pourquoi je vous dis ça? Dites-vous tout simplement que pour peu qu'il y ait une anomalie d'un gène donné, on aura un trouble dit de l'hormonosynthèse thyroïdienne. Et cela peut conduire à des maladies dont les répercussions peuvent être très très graves. La thyroglobuline, quant à elle, elle est synthétisée par l'ADN du noyau de la cellule thyroïdienne, on l'appelle également cellule folliculaire. Elle est stockée au niveau du liquide colloïde, et c'est là où a lieu la rencontre entre les iodures et la thyroglobuline, et c'est là où commencera l'hormonosynthèse proprement dite. C'est clair? C'est clair? Ok. Alors, il y a d'abord fixation des iodures sur cette thyroglobuline et précisément sur les acides aminés tyrosines qu'elle comporte. Ensuite, la thyroglobuline iodée va être réintégrée dans la cellule. Il y aura une longue traversée cytosolique au cours de laquelle se produira cette protéolyse, c'est-à-dire séparation de la thyroglobuline qui reviendra vers la colloïde et libération des hormones thyroïdiennes vers l'extérieur. Voilà. Alors, un acide aminé, c'est quoi? C'est tout simplement une structure très simple avec une extrémité amine et une extrémité acide. Au milieu, c'est une chaîne hydrocarbonée. Et en fonction du radical, ici, nous pouvons distinguer différents acides aminés. Dans le cas des hormones thyroïdiennes, c'est essentiellement l'acide aminé en question qui est concerné par l'hormonosynthèse, c'est l'acide aminé tyrosine. Alors, comment ça se passe? Je vous ai dit, les iodures pénètrent au niveau de la cellule thyroïdienne, sont jetés dans la colloïde grâce à des systèmes de transporteurs. Là, ils vont être mis en contact avec la thyroglobuline, et cette thyroglobuline, comme vous le voyez ici, comporte des acides aminés tyrosine, les uns à côté des autres. Ces acides aminés tyrosine subissent une iodation, c'est-à-dire ils incorporent 1, 2 ou 3 atomes d'iode à leur structure. Regardez, l'acide aminé tyrosine comporte ce fameux noyau que vous connaissez toutes et tous, le noyau phénol, une extrémité COH, une extrémité NH2. C'est bon, donc le radical, c'est le noyau phénol. C'est ce qui fait la particularité de cet atome, cet acide aminé. C'est ce même noyau phénol qui va subir l'iodation. D'abord, si jamais il capte un seul atome d'iode, on l'appellera monoiodotyrosine. Si jamais il capte 2 atomes d'iode, on l'appellera diiodotyrosine. Vous êtes endormis, c'est pas vrai. S'il capte 3 atomes d'iode, on l'appellera triiodo. Vous suivez pas, donc, revenons. Le noyau phénol, s'il capte un atome d'iode, ça donnera. S'il en capte 2, très bien. Alors, ce monoiodo, ces iodotyrosines, qu'il s'agisse de mono ou de di, peuvent se coupler entre eux. Alors, si on a l'addition d'un monoiodotyrosine à un diiodotyrosine, cela formera une triiodotyronine, c'est-à-dire la T3. Donc, l'hormone thyroïdienne T3 n'est finalement que le fruit du couplage de 2 iodotyrosines, une mono et une di. La tétraiodotyrronine, c'est le fruit du couplage ou du mariage ou du concubinage, si vous préférez, de 2 diiodotyrosines. Voilà. Alors,
On va voir un petit peu dans le détail ce que nous venons de dire. Donc, d'abord, la première étape limitante de l'hormonosynthèse, c'est cette mise à disposition des atomes d'iodure. Les atomes d'iodure, ou l'iode en général, c'est un produit c'est un minerai qui est éparpillé à travers la nature. Il existe principalement au niveau de la mer. La principale source, c'est essentiellement la mer et tout ce qu'on extrait de la mer, comme poisson, etc. Alors, ce que nous avons comme iode dans le corps, il a deux origines. C'est principalement ce que nous mangeons. Mais également, il y a une origine endogène. L'origine endogène, elle est tout simplement le fruit du recyclage de ce que nous avons mangé. Donc finalement, la totalité de l'iode a pratiquement une origine exogène. Donc il faut de l'iode dans l'alimentaire. Pourquoi j'insiste sur ce point? Tout simplement, vous entendez depuis très longtemps que le sel algérien est pourvu en iode lorsqu'il n'est pas contrefait ou lorsqu'il n'est pas trafiqué. C'est dès les années 70, c'est-à-dire dès les années bien avant, ça fait pratiquement un demi-siècle, on savait que l'iode était indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes et on savait que les régions à travers le monde, il n'y avait pas d'égalité dans les apports iodés. Les gens qui vivaient près de la mer et qui consommaient plus de poissons, forcément, avaient une réserve ou avaient des quantités d'iode dans le sang suffisantes. Donc, ils faisaient moins de maladies thyroïdiennes. Les gens qui vivaient dans les hauts plateaux, les régions montagnardes, étaient carencés en iode. Et on savait que dans ces régions, il y avait plus de maladies thyroïdiennes. C'est des régions dites de carence iodée. À titre d'exemple, en Algérie, il y a des régions où le bois est très fréquent, où les nodules thyroïdiens sont fréquents, où les problèmes de l'hormonosynthèse sont fréquents. C'est des régions dites de carence iodée. À titre d'exemple, ici en Algérie, c'est essentiellement la région de la Kabylie, Nadroumat-Lebsen et les hauts plateaux, parce que c'est des régions où l'eau, où l'alimentation était très faiblement pourvue en iode. Alors comment ils ont fait, les médecins ou les physiologistes, si vous préférez, pour régler ce problème? Ils se sont dit, il faut donner de l'iode à toute la population pour prévenir. Parce que tout simplement, les troubles de l'hormonosynthèse, on en a peur thyroïdienne, on a pratiquement peur, on a surtout peur lorsqu'elles surviennent chez le fœtus. Parce que ça donne ce qu'on appelle de l'hypothyroïdie congénitale. C'est un fœtus qui ne produit pas de l'hormone thyroïdienne et les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans le développement du système nerveux central, in utero et disons les premières semaines de vie. Donc si l'enfant, si le nouveau-né ne synthétise pas ces hormones, il aura de l'hypothyroïdie congénitale qui, dans les formes sévères, donne un déficit intellectuel très sévère. Les Français appellent ça, j'aime pas le terme, les anciens en médecine française, ils appelaient ça le crétinisme. Ça vient du mot crétin. Donc, en Algérie, qui a été vraiment pionnière dans ce domaine, on a eu l'idée, on s'est dit, il faut donner de l'iode. Il y a des gens, comme à l'arrière, ils se sont dit, des gens qui travaillent quand même, qui travaillaient, ils se sont dit, il faut donner de l'iode à toute la population. Mais comment en être sûr? Il y a certains qui ont proposé d'ioder l'eau que nous buvons. Mais les gens n'ont pas forcément la même source d'eau. Il y a des gens qui boivent l'eau de ville, il y a des gens qui boivent l'eau minérale, il y a des gens qui boivent l'eau de pluie, pardon. Donc, il y aurait eu toujours cette inégalité. Et il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de dire que si jamais on rajoutait de l'iode au sel, le sel est fabriqué, on peut contrôler la fabrication, l'État peut le faire, et on peut contrôler le fournisseur, on peut l'ioder et le diffuser, on diffusera le même sel, et c'est vrai que ça a porté ses fruits. On ne voit plus les énormes goitres extraordinairement volumineux, quoique très rarement, très rarement, avant c'était très courant. Donc l'iode est une étape fondamentale, c'est disons la pièce maîtresse pour la synthèse de cette molécule hormonale. Ensuite, la deuxième étape, c'est que l'iode doit pénétrer la cellule grâce à un transporteur et se fixer sur la thyroglobuline, comme nous venons de le voir. Ensuite, les hormones seront libérées dans le courant circulatoire. Là, je reprends principalement ce que je viens de vous dire. Il y a d'abord cette captation, mais grâce à ce transporteur, c'est un transporteur
c'est un système de transport actif. C'est-à-dire c'est un système qui nécessite de l'énergie. Quand on dit qu'un système de transport nécessite de l'énergie, c'est vrai que c'est des informations supplémentaires qui saturent votre disque dur, mais gardez en tête qu'un système nécessitant de l'énergie est un système épuisable. C'est-à-dire, le transport ne se fera pas d'une façon naturelle. À un moment donné, s'il y a carence énergétique, il y a moins de transport. C'est ce que cela signifie. Alors, ce transport est actif. Alors, il y a un flux concomitant, c'est-à-dire pour faire entrer de l'iode. Ça a été dans les années 80, qu'on aura un déficit, la pénurie, où l'ISIS dit sa confiture. Donc, pour faire pénétrer l'iode, il faut glisser avec du sodium. Donc, ce transporteur porte le nom de union, porteur, sodium iodure. Ensuite, bon, il faut savoir que ce transport est stimulé par la TSH. Vous voyez le rôle de la TSH? Elle vient de l'hypophyse vers la thyroïde pour stimuler ce transport, donc pour stimuler la synthèse hormonale. Alors, il y a certaines substances qui peuvent inhiber ce transporteur. Pourquoi j'ai mis ce point et je tiens à le garder à travers les années? Dites-vous tout simplement qu'il y a des substances chimiques, inutile de vous rappeler, perchlorate, thiocyanate, pérénate, peu importe. Il y a des substances chimiques qui ont la capacité de bloquer ce transporteur. Donc ce sont des substances qu'on peut retrouver dans la nature, donc ce sont des polluants, forcément qui entraînent des troubles de l'hormonosynthèse, c'est clair, surtout les thiocyanates. Ce sont des médicaments possibles. Si jamais on a de l'hyperthyroïdie, beaucoup d'hormones, et on veut bloquer cette synthèse, on peut donner des substances qui bloquent ce transporteur. Donc, soit effet toxique, soit effet thérapeutique. Alors, cet iodure, une fois à l'intérieur, il traverse, c'est bon, il a eu son visage Schengen, il est à l'intérieur, il se promène. Alors, il arrive au niveau du pôle apical. Vous avez compris que ça, c'est une follicule. L'intérieur, c'est du liquide colloïde. Alors, pour pénétrer dans le liquide, il lui faut montrer patte blanche. Il y a un deuxième transporteur appelé la pendrine. Alors, et c'est là où il sera mis au contact de la thyroglobuline, cette fameuse protéine thyroïdienne. Alors, l'iode est ensuite capté par cette thyroglobuline, il va se fixer sur les acides aminés tyrosine présents sur la structure. Cette réaction nécessite de l'eau oxygénée. Je garde ça également, peu importe que vous gardiez ça en tête, ça nécessite de l'eau oxygénée, et l'eau oxygénée, c'est une substance oxydante puissante, comme vous le savez. La synthèse de l'eau oxygénée nécessite une réaction enzymatique particulière, donc il y a encore intervention d'un système enzymatique, donc il y a un gène derrière. Vous voyez, il y a tellement d'étapes qui sont soumises à une commande génique, que pour peu qu'il y ait une mutation quelque part, cela peut conduire à l'altération de cette chaîne de fabrication et donc à des maladies. Alors, une fois les résidus tyrosyles de la thyroglobuline sont iodés, il y aura formation du MIT et du DIT, monoiodotyrosine et diiodotyrosine. Le couplage se produit, il nécessitera l'intervention d'un autre système enzymatique pour qu'in fine, nous obtenions les hormones thyroïdiennes T3 et T4, selon qu'on ait le couplage entre MIT et DIT, ou là entre deux DIT. Parfait. Ensuite, c'est bon, la thyroglobuline iodée a à sa surface des hormones thyroïdiennes prêtes à l'emploi, mais qui sont fixées à ce support de synthèse. Elles doivent s'en détacher et s'en défaire. L'ensemble est capté par le pôle apical. Il est mis à l'intérieur de granules sécrétoires et il y a l'encheminement qui va se produire du pôle apical vers le pôle basal. Au cours de ce cheminement, il y aura séparation. La thyroglobuline d'une part et les hormones thyroïdiennes d'autre part. Ensuite, la granule sécrétoire s'accole à la membrane, libération par exocytose vers le courant circulatoire. Donc finalement, on aura production d'hormones T3, T4, mais il nous restera également des MIT et des DIT à l'intérieur de la cellule. Ces MIT et ces DIT, ce sont des tyrosines iodées, subiront des clivages pour permettre le recyclage de l'iode, pour ne pas le jeter parce qu'on en a besoin,
Ce recyclage est la source endogène des iodures du corps humain. Alors, on estime qu'en général, un individu normal, à poids normal, fabrique quotidiennement 85 à 125 microgrammes, le millième du milligramme. Vous imaginez la quantité, en endocrinologie, les unités sont de l'ordre du micro, du nano et du picogramme, c'est-à-dire du millième, du millionième et du milliardième du milligramme. Vous imaginez cela? C'est-à-dire une quantité aussi infime qui peut avoir des fonctions immenses à travers le corps. Donc et là on dit, c'est magnifique. Alors, 125. Alors n'oubliez pas ça, c'est un point important, ça peut être une question d'examen. On synthétise la T3 et la T4. Mais sachez que, en général, 80% des hormones libérées dans le courant circulatoire sont des tétraiodotyronines, c'est-à-dire sont des T4. La T3 circulant n'est d'origine thyroïdienne qu'à 20%. Vous me dites, et les 80% elles viennent d'où? Tout simplement de la désiodation périphérique de la T4. C'est-à-dire la T4 elle est en train de circuler en dehors de la thyroïde, dans le courant circulatoire. Elle peut subir la perte d'un atome d'iode et elle se transformera en T3. Donc lorsque nous dosons la T3 dans le courant circulatoire, si jamais on trouve 10 molécules de T3, 100 molécules de T3, pour faire simple le calcul, 20% sont synthétisés proprement par la thyroïde, le reste ce n'est que de la T4, comment elle est? Désiodée. Alors, ensuite, dans le courant circulatoire, nous l'avons vu en préambule lors du premier cours, toutes les hormones en général circulent sous deux formes, une forme libre et une forme liée. La forme libre est une forme infime, statistiquement, mais c'est la forme qui est la forme active, hormonale, c'est la forme. Vous n'avez pas pris vos cafés ce matin. Hein? En général, le module, on l'assure durant le mois de mai. Et quand on se lève, enfin il fait clair le matin, cette fois-ci en me levant j'ai vu que c'était sombre, ça m'a vraiment impressionné. Donc vous êtes encore endormi, mais allez-y. Alors il y a deux formes, il y a la forme libre, la forme liée. La forme libre c'est la forme active directement qui gagne les organes cibles et qui produit l'effet. La forme liée, la liaison des hormones thyroïdiennes va se faire principalement sur cette protéine, la thyroxine binding globuline. Accessoirement sur ces deux-là, la transthyrétine et l'albumine. Donc la vraie spécificité, c'est le vrai système de transport, c'est celui-ci. Les deux autres sont des molécules de transport subsidiaires. Alors, le fait qu'elles soient liées à des protéines de transport, ça constitue une réserve hormonale. C'est-à-dire elle est là, elle est fixée à sa molécule, elle est protégée par cette molécule de la dégradation et de la dénaturation, et elle sera larguée au moment opportun. Alors ensuite, les hormones vont parvenir au niveau des cellules cibles, et toutes les cellules du corps humain sont la cible des hormones thyroïdiennes. Il n'y a pas de cellules particulières, parce que ce sont des hormones qui commandent le métabolisme énergétique. C'est elles qui enclenchent les réactions, si vous voulez, nucléaires de nos centrales cellulaires. Alors, ces hormones pénètrent. Il y a des transporteurs, il peut y avoir du transport facilité, ça je passe. À l'intérieur, enfin ça on l'a dit, c'est grâce à la désiodation de la T4 en T3, ce sont trois types d'enzymes, selon leur localisation, mais c'est principalement la désiodase de type 1 qui intervient, le type 2 a une localisation particulière, le type 3 a une localisation particulière. Ça, c'est un schéma qui reprend un petit peu le transport des hormones à l'intérieur de la cellule. Alors, une fois les hormones ayant servi, elles ont exercé leur action, elles se doivent d'être catabolisées et détruites. Le catabolisme se fera forcément par des réactions qui peuvent se produire dans le sang ou bien dans le foie. Donc les mécanismes de dégradation chimique, inutile de les retenir, ça peut être de la conjugaison, de la décarboxylation, en noténamine, ça s'appelle la désamination, ça on s'en fout. Alors, ça c'est important,
Ça pourrait être une question d'examen. Les métabolites, c'est-à-dire les produits de dégradation des hormones thyroïdiennes, comme le produit de dégradation d'un bon nombre de nos hormones, peuvent parfois avoir conservé une certaine activité hormonale. C'est clair? Donc l'hormone, c'est celle qui est la plus active, mais même ces produits de dégradation, c'est presque des bombes à fragmentation. C'est-à-dire, elles se détruisent, mais il y a quelques éléments qui résultent du clivage qui peuvent quand même conserver. C'est le cas des médicaments également. Il y a certains médicaments, vous le verrez au cours de votre parcours, certains médicaments agissent directement grâce à la molécule, grâce au principe dit actif. Ensuite, ils sont dégradés par le foie, le rein, on s'en fout. Mais les produits de dégradation peuvent avoir des fois des effets bénéfiques ou maléfiques. Alors, le contrôle, là ça y est, vous avez, j'espère, retenu cette notion de rétrocontrôle négatif. Le fonctionnement et le contrôle des hormones thyroïdiennes obéit à ces trois grands chapitres. Il y a principalement ça, et en deuxième lieu ça. C'est-à-dire il y a une commande hypothalamo-hypophyso-thyroïdienne, et il y a le rôle des iodures. Ça, ce sont des facteurs facultatifs dans la régulation de la synthèse hormonale, quoi qu'il puisse avoir dans certaines situations pathologiques un rôle fondamental dans la dérégulation de la production. Alors le contrôle hypothalamique, on croirait que je fais une campagne électorale, il y a le fameux président de la République, il y a son premier ministre, Yahya. Alors, c'est très simple, l'hypothalamus envoie un signal hormonal appelé thyroid releasing hormone, TRH. Cette TRH arrive au niveau de l'hypophyse pour lui dire de produire la TSH, et la thyroïde, elle produit la T3 et la T4. Comment elle agit la TSH? Elle intervient à différentes étapes de l'hormonosynthèse. Par exemple, la TSH stimule la production du gène du transporteur iodure. La TSH stimule l'activation du gène qui permet la création des enzymes qui permettent l'oxydation des iodures, le couplage du LIT et du DIT. Donc elle intervient essentiellement en activant des gènes qui vont produire des enzymes qui permettront des réactions enzymatiques qui permettront l'aboutissement de l'hormonosynthèse. Donc, et ensuite, les hormones auront des effets périphériques. Pour peu que le corps manque d'hormones thyroïdiennes, là on risque quoi? Diminution des effets. Ça s'appelle de l'hypothyroïdie. Ça a des signes, hein. C'est caricatural. Une personne qui a peu d'hormones thyroïdiennes dans le sang, on dit qu'elle a de l'hypothyroïdie. Les signes sont ceux d'un ralentissement général. Généralement, c'est des personnes qui sont calmes, qui parlent lentement, la voix est grave, parce qu'ils prennent du poids, le cœur bat lentement, bradycardie, le transit est ralenti, constipation, ils ont peu de chaleur, ils sont frileux. C'est des signes d'hypothyroïdie en endocrino. Pour éviter cela, parce que le métabolisme est ralenti, cette baisse est ressentie et détectée par l'hypothalamus. Cela a pour effet de stimuler la production de plus de TRH, donc plus de TSH, et donc plus d'hormones thyroïdiennes, normalisation de l'hormonosynthèse, d'un point de vue quantitatif. Si ce processus persiste, on risque d'avoir un trop-plein, beaucoup d'hormones thyroïdiennes, ça s'appelle de l'hyperthyroïdie. C'est l'inverse. C'est des gens qui parlent très vite. Croyez-moi, c'est des gens qui sont anxieux, qui maigrissent. Le corps part vite. Certains peuvent s'y reconnaître, mais rassurez-vous, le plus souvent, c'est pas la thyroïde, c'est la personnalité. C'est pas pour ça que j'ai eu ça charmant. Alors, il y a une accélération du transit. C'est des gens qui fait moins 4 d'or, ils sont en manche courte. C'est des gens qui transpirent, qui tremblotent. C'est des signes d'hyperthyroïdie. Pour éviter cela, des moments où on atteint un trop-plein, Monsieur le Président de la République le ressent, il envoie un signal à son premier ministre, il baisse l'envoi des messages de TRH, donc diminution de la TSH, voire inhibition totale, et donc normalisation de la production. Le rôle de l'iode, bon, c'est un mécanisme fondamental dans la régulation de l'hormonosynthèse. Vous devinez pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est la matière première. L'iode est le constituant fondamental de cette
C'est-à-dire un acide aminé tyrosine seul, qui n'est pas iodé, n'est pas hormone, tout simplement. Donc on a besoin d'iode, de telle sorte qu'on a observé que dans les situations où on a trop d'iode, ça c'est vraiment une question d'examen, rappelez-vous, ce système de régulation, rétrocontrôle et rôle des iodures, donc il faut bien apprendre. Regardez, il faut toujours avoir un équilibre, c'est-à-dire avoir trop d'iode c'est pas bien, avoir peu d'iode c'est pas bien, avoir trop d'argent, je sais pas, ça peut être pas bien, en avoir plus, c'est sûr que c'est pas bien. Alors bon, alors l'excès d'iode, quand on a trop d'iode, paradoxalement, ça peut avoir un effet inverse. On se dit on a beaucoup d'iode, donc on produira beaucoup d'hormones. Pas forcément. L'excès d'iode peut diminuer la sensibilité des cellules thyroïdiennes à la TSH. Il peut inhiber l'oxydation des iodures parce que le phénomène se sature. Il peut donc, de ce fait, réduire l'hormonosynthèse. Donc, paradoxalement, en endocrino, on peut utiliser des fois de l'iode pour bloquer l'hormonosynthèse. On donne une très forte dose. Cette très forte dose traite la thyroïde et donc elle arrête de fonctionner. Mais ce phénomène de blocage de l'hormonosynthèse, paradoxal, ça porte un nom, celui qui l'a découvert, Wolff-Chaikoff. Il est transitoire dans le temps. Parce qu'au bout d'un certain moment, à force que les récepteurs sont saturés et guerrés de l'iode, les récepteurs des importeurs iodures, ils disparaissent. Donc il n'y a plus d'iode qui pénètre dans la cellule, donc la cellule, elle retrouve, disons, son hormonosynthèse habituelle. Alors, l'excès d'iode, on l'a observé au microscope, peut inhiber la prolifération des cellules thyroïdiennes. Donc il peut avoir un effet inhibiteur. En situation inverse, où on manque d'iode, l'organisme a besoin de synthétiser ses hormones, et là il s'adapte. Quand on a peu d'iode, initialement, qu'est-ce qu'elle fait la thyroïde? Elle synthétisera préférentiellement des T3, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'iode pour fabriquer des T4. Mais au bout d'un moment où la carence devient persistante, donc les hormones vont baisser. Si les hormones baissent, la TSH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Rappelez-vous d'une chose, la TSH en augmentant, elle stimule la prolifération cellulaire, donc ça peut entraîner un goitre. Donc souvent, dans les régions où il y a peu d'iode, les gens font des goitres. Et ce goitre, avec le temps, il se déforme et il donne des nodules. Ça, c'est des facteurs inhibiteurs ou des facteurs stimulants ou interférents avec l'hormonosynthèse. Il y a deux chapitres. Pour moi, spécialiste, c'est important de les connaître, pour vous, pas forcément. Mais rappelez-vous, certaines substances médicamenteuses ou qui rentrent dans le cadre de l'inflammation, les prostaglandines, certaines substances hormonales qui n'ont a priori rien à voir avec la thyroïde, insuline, VIP, facteur atrial natriurétique, certains neurotransmetteurs tels que l'acétylcholine et certains facteurs de croissance. Il y a également les cytokines, ce sont ces substances messagères produites par les globules blancs qui peuvent modifier le fonctionnement de la thyroïde en le stimulant. D'autres l'inhibent. La fameuse somatostatine hypothalamique, le cortisol qui est une hormone surrénalienne lorsqu'elle est en excès peut freiner la TSH et donc peut freiner le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça c'est un autre produit du système immunitaire, ces trois, le tumor necrosis factor, l'interféron, l'interleukine, ce sont tous des substances dont vous entendez souvent parler dans le domaine de la cancérologie. Ce sont des substances clés dans les phénomènes de l'oncogénèse et ce sont des phénomènes, et même dans le cas des infections virales. Donc ne retenez pas ça, mais retenez un petit peu les noms. Vous verrez par la suite de notre cursus à quoi servent ces substances. Alors voilà, nous avons terminé. Donc on a fait le cours en un temps record. Merci d'être resté à vos places et d'avoir gardé le cas. Alors 5 minutes pour vos questions et on se sépare. La prochaine fois, le lundi prochain, on fera le pancréas. Ça sera probablement le cours le plus long. Pour quelle raison? Et là, vous êtes cours le plus long. Mais rassurez-vous, rassurez-vous pour une raison précise. On va voir la physiologie du pancréas, non pas n'importe lequel, qui est gastro, exocrine, endocrine. On va parler de l'hormone star, insuline. Il y a toujours un chapitre que j'ai fait les 2 premières années où j'ai eu l'honneur de traiter ce cours à cet amphi.
j'avais décidé de mettre à la fin un petit chapitre sur la pathologie. J'aimerais vous parler un petit peu du diabète, tout simplement parce que les statistiques disent, je ne sais pas si elles sont fiables ou là, mais si elles sont surestimées ou sous-estimées, qu'un Algérien sur 10 présente un diabète. Donc, un patient, 1 sur 10, que vous aurez à traiter, même si vous faites ophtalmo, ou même si vous faites une spécialité médecine légale, un cadavre sur 10 a un diabète. Ok? Donc, pour moi, j'ai pensé que ça serait intéressant pour que vous ayez une notion sur cette maladie. Donc, le cours normalement sur le pancréas, on va le traiter en 3 quarts d'heure. Il y a un chapitre de 20 minutes sur le diabète pour ceux et celles qui sont intéressés. Et Guadeloupe, ils ne sont pas intéressés, il n'y a pas de souci, ils peuvent sortir. Vraiment, je vais le rentrer en gré par rigueur. Donc, vos questions, 5 minutes et on sait tout. Ouais. Quel est le rôle de la calcitoline? Allez, visite. Donc, la calcitoline, j'ai toujours peur qu'on me pose une question et que je connais, mais il n'y a pas de souci, la calcitoline est une hormone particulière. Elle a des fonctions innombrables, mais celle qui est la mieux connue, c'est la régulation du taux de calcium. C'est une hormone qui est hypocalcémiante. Et elle intervient donc sur le métabolisme osseux. C'est bon? La BTH Buna, elle est hypercalcémiante, elle augmente la calcémie, elle retient le calcium dans le corps, elle évite sa perte urinaire. La calcitoline, c'est un petit peu l'inverse. Oui? Monsieur, comment les diluer et les enlever pour stimuler la production? Hors sujet. Hors sujet. Hors sujet. J'ignore la réponse exacte, mais très certainement, soit directement en aide, sur les importeurs, sur le système d'oxydation, sur la production d'oxygéné, sur l'exocytose. Aucune idée. Je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, mais c'est hors sujet. Ça n'intéresse pas l'auditoire. Oui? On a dit que dans le cas d'une hypothyroïdie, il y aurait un goitre par carence. Et est-ce qu'il peut y avoir un goitre aussi par hyperthyroïdie? Oui, il y a certaines maladies. Le goitre n'est pas une spécificité de l'hypothyroïdie. Le goitre, c'est tout simplement, rappelez-vous, une augmentation du volume thyroïdien. Au-dessus de 18 ml chez la femme, 20 ml chez l'homme, à l'échographie. Comment? Smahdi, mais c'est pas terminé de répondre? Oui? Oui, mais je n'ai pas terminé de répondre. Smahdi, je vous reviens tout de suite. On peut avoir un goitre en hypo ou en hyper. Il n'y a pas de différence. C'est au médecin de savoir faire la part des choses. L'hyperthyroïdie, c'est beaucoup d'hormones dans le sang. L'hypothyroïdie, c'est peu d'hormones dans le sang. Des fois, l'une et l'autre peuvent être associées à un goitre. Comme on peut ne pas avoir de goitre, et ça, c'est un volet de spécialité. Inutile de vous embrouiller avec ça. Oui, monsieur. Est-ce que c'est douloureux? Des fois, ouais, qu'il y a une certaine maladie où la thyroïde augmente de volume, elle est inflammée et elle est douloureuse. C'est rare, mais ça arrive. Exact. Et si la diminution de l'augmentation de l'iode retourne à sa valeur normale? Reprise de situation, normalisation. Ouais. C'est avec le phénomène, en général, une hormone, quand elle s'accroche à un récepteur, à trop le solliciter, il y a internalisation. C'est-à-dire, et là, il pénètre. Ça s'appelle la down regulation. Même pour l'insuline, ça se produit. Vous verrez. Oui? Est-ce que la glucynthèse de l'hormone Pardon? Est-ce que la glucynthèse de l'hormone T4 est plus grande que T3? Est-ce que? La glucynthèse de l'hormone T3 et T4. Est-ce que T4 est plus grand que T3 ou bien de façon équilibrée? Quantitativement, là, en général, en situation physiologique, il y a suffisamment d'iode, la cellule fabrique principalement des T4. Mais il n'y a pas de règle absolue. Alors, préférentiellement, c'est des T4 qui sont déversés, et 20% de la T3 circulant est d'origine thyroïdienne. Oui? Oui. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Le goitre est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. C'est vrai. D'ailleurs, on a en consultation, dans mes registres et tout,
dans ma salle d'attente, il y a souvent plus de... S'il n'y avait pas le diabète, si je ne traitais pas le diabète, j'aurais 8 à 9 femmes pour un an. Parce que les maladies thyroïdiennes surviennent principalement chez les femmes. Tout simplement, c'est le rôle du climat hormonal féminin. On incrimine, déjà à l'échelle génétique, le chromosome X est incriminé. La production hormonale en oestrogène et en progestérone, la cyclicité, favorise certains dérèglements qui conduisent au développement du goitre. Donc c'est vrai, le système hormonal féminin est spécifiquement, entre guillemets, délétère pour la thyroïde. Les grossesses à répétition, les hormones féminines, comme elles varient de façon cyclique, ça c'est une hypothèse, principalement pendant les grossesses. Les grossesses, on a un pic de bêta-ACG par exemple, d'ACG. L'ACG c'est une hormone produite par le placenta. L'ACG fait une partie alpha et une partie bêta. La partie bêta, elle dit des fois, elle ressemble à la TSH. Vous voyez? Donc elle peut se fixer sur les récepteurs, ça fait augmenter le volume. Le fait que ça se reproduise souvent, la thyroïde c'est vrai que c'est élastique. Après l'accouchement ça revient, mais au bout d'un certain moment, à trop tirer sur l'élastique, il se déforme. Elle dit c'est pour faire simple, hein, mais c'est vrai que c'est la femme c'est plus fréquent. C'est bon? Attendez, il y a une ou pas une petite question, ça sera la dernière question. Ouais. Forcément, hyperthyroïdie? Non, les enfants hyperactifs, c'est autre chose. Ça, généralement, les enfants, quand ils sont quel que soit l'hyperactif, le bilan thyroïdien, c'est bien de le faire chez tout le monde. Hein, tout le monde, parce que les maladies thyroïdiennes sont très fréquentes. Souvent, elles sont asymptomatiques. Les pays développés, à la naissance, on fait un bilan thyroïdien. À la naissance, au 3e ou au 5e jour, on fait un bilan de la thyroïde chez tous les enfants. Une hypothyroïdie congénitale qui doit être traitée dans les 15 premiers jours. Sinon, les dégâts sur le plan cérébral sont atroces. C'est clair? Donc, la maladie est tellement grave, elle est relativement pas si fréquente que ça, mais elle justifie ce dépistage. Donc, tous les enfants, les pays développés, là. Alors, ils dosent la T3, la FT4 et la TSH, ou les deux d'entre elles, au 3e, 5e jour. Un enfant hyperactif, souvent, pour mieux être enfant hyperactif, et j'en étais, bien, ça c'est rare. Alors, l'hyperactivité peut justifier un bilan. Ça, souvent, on est déçu après. Enfin, déçu, et donc, voilà, c'était la dernière. Quels sont les principaux organismes? Eh oui, non, on nous pose souvent la question de consultation, toujours que j'ai eu un problème, j'utilise le féminin parce que souvent c'est des femmes, hein. N'y voyez aucune misogynie. Elle vous dit, non, dans l'imaginaire de la population, ça peut un jour ou l'autre, il y a un mécanisme très compliqué, stress, décharge de catécholamine, et le plus souvent, l'imaginaire populaire تاعنا يقول لك عبرت قطت. Donc pour العبرة c'est là, pour eux c'est ça aussi. Non, ça n'a pas de base scientifique. Ça n'a pas de mécanisme qui conduit du choc émotionnel vers le goitrement. Qui même pour le diabète, c'est il y a le diabète, le plus souvent c'est un type 2. Il est méconnu. Ça fait 5-6 ans, mais à la balèche, il a glycémie 3-4, mais à la balèche. Il a une glycémie par 4, c'est une coïncidence. Voilà, je vous remercie.